Bienvenue sur leur FM 100.9, un rendez-vous exceptionnel cette semaine avec Gilles Charles à une heure un petit peu inhabituelle, il faut bien en convenir, puisque Gilles, tu es parti arpenter les allées des grands chapiteaux de la fête du livre de Saint-Étienne à la découverte d'auteurs présents. Oui, effectivement, Saint-Étienne au mois d'octobre, c'est synonyme de fête du livre. Cette année, c'était la 32e fête du livre. C'est un rendez-vous, c'est plutôt un retour sur la 32e fête du livre. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes. J'ai rencontré notamment 3 journalistes qui ne sont pas de la région. C'est pour ça qu'on vous les propose aujourd'hui. Les auteurs de la région viendront directement dans les studios dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. De nombreux rendez-vous ont été pris. Je vous propose de retrouver Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Il nous a parlé vélo, mais bien sûr un petit peu de football. Également la journaliste Louise Ekland avec son charmant accent anglais et son parcours. Et enfin Arnaud Ramsay qui sort un livre qui parle de football également. Il parle de on pourrait même en faire un film ou même plusieurs films, tellement la vie du nouveau président de Monaco est riche. C'est un document sur donc le football, le nouveau football avec ces milliardaires russes qui achètent des clubs. Voilà ces 3 personnages que j'ai rencontrés et que je vous propose d'écouter. Merci Gilles, et on part donc en immersion à la fête du livre de Saint-Étienne. Christian Prudhomme, bonjour, bienvenue sur Loire FM. Alors c'est un paradoxe, vous êtes directeur du Tour de France et vous êtes dans la ville du football. Et l'ancienne capitale du cycle aussi, une ville Saint-Étienne qui accueille très régulièrement Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné avec le grand départ au mois de juin dernier et puis régulièrement aussi le Tour de France. Donc, et puis c'est pas du tout antagoniste, moi mes plus belles émotions de gamin et d'adolescent c'est le cyclisme et le foot qui me les ont donnés et naturellement les Verts et naturellement tout à l'heure vous avez parlé Saint-Étienne, la finale de la Coupe d'Europe de 76. D'un débordement de rejetot pour Patrick Révelli. Oui, bien sûr, parce que ce sont des souvenirs qui restent gravés pour toujours. L'aventure des Verts que j'ai commencé à vivre à la radio, comme beaucoup, et puis ensuite à la télé, c'était quelque chose de formidable. Le foot français était beaucoup moins bon qu'aujourd'hui. Et voir une équipe comme ça de gens courageux qui portaient le maillot des Verts, c'était formidable, c'était quelque chose de beau. Très populaire. J'ai d'ailleurs un maillot des Verts de Saint-Étienne que Patrick Révelli m'a offert il y a quelques années, donc qui est un maillot, j'en ai 2 en vérité, j'en ai un que Patrick Révelli m'a offert avec le 5 dans le dos, la chaîne de télévision pour laquelle j'ai travaillé autrefois, puis j'en ai un autre qui m'a été offert par Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, avec un 42 comme la Loire. Vous étiez journaliste, comment vous êtes arrivé à vous occuper de devenir le directeur du Tour de France? Le directeur du Tour de France a toujours été journaliste, qu'il s'agisse du créateur Henri Desgranges, qu'il s'agisse de Jacques Godet, de Félix Lévitan, de Jean-Marie Leblanc. Et moi, le métier de ma vie, le métier que j'ai toujours voulu faire, c'est journaliste. J'ai rêvé de commenter le Tour de France. Je n'ai jamais rêvé d'être le directeur du Tour de France. Mais un jour, Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, est venu me voir en me disant « Christian, voilà, j'aimerais bien que ce soit toi après moi. » Et comme j'étais devenu journaliste grâce au Tour, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le métier de journaliste. J'ai répondu oui, voilà, parce que je ne me voyais pas répondre autre chose que ça. C'est un honneur extraordinaire, une charge, mais un honneur extraordinaire. Et pour revenir à la question, ça vous manque pas votre métier de journaliste? Non, parce que je suis de l'autre côté, certes, mais j'ai des contacts tout le temps avec des journalistes permanents. Et vous savez, on est beaucoup sollicité, on se déplace beaucoup en France et à l'étranger, donc non, ça me manque pas parce que on n'a pas vraiment le temps de se poser. Pour résumer, journaliste, c'est commenter, directeur du Tour de France, c'est organiser. Est-ce que c'est 2 métiers vraiment différents? Ah oui, ce sont des choses vraiment différentes, ça sans aucun doute. On ne voit pas la même chose d'ailleurs. C'est-à-dire que quand j'étais journaliste, j'ai commenté le Tour de France à la radio ou à la télé, si une toute petite chose de la course m'échappait, ça me rendait foudrage. Aujourd'hui, je regarde surtout la sécurité, c'est une évidence. Bien sûr, la compétition cycliste, mais on regarde si un gamin ne s'avance pas sur la route, ne lâche pas la main de son père ou de sa mère. Voilà, donc l'aspect sécurité est tellement important, l'aspect fête populaire. Quand on est journaliste, on regarde que la compétition. Quand on est organisateur, on regarde évidemment la compétition, mais tout le reste aussi qui est énorme. Le Tour de France draine 10 ou 12 millions de personnes au bord des routes. Donc on est toujours tendu, on doit toujours faire attention, faire en sorte d'avoir le dispositif le meilleur possible, non seulement pour la course ait lieu, mais pour qu'il n'y ait pas de pépins, parce que le Tour c'est d'abord la fête, c'est de la passion, de l'enthousiasme, des sourires. On n'a pas des moments d'angoisse quand on voit tous ces mouvements de foule, notamment quand il y a des montées qui sont tous sur les coureurs, là il n'y a pas la peur d'un accident? La peur de l'accident, on l'a plus avec les enfants. C'est-à-dire que l'image qu'on voit à la télé des coureurs, de la foule autour des coureurs, parfois c'est horripilant.
mais c'est moins dangereux qu'un peloton lancé à 50 ou 60 à l'heure dans les derniers kilomètres avec un gamin qui va avancer sur le bord de la route et dont la tête est à hauteur des rétroviseurs. Ça c'est une vraie angoisse, oui bien sûr. Donc vous êtes à Saint-Etienne à la fête du livre c'est un livre qui c'est sur le Tour de France, les coulisses et les secrets. Est-ce qu'il y a des secrets qui sont inavouables sur le Tour de France? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je raconte, c'est ma vie qui est la vie d'un gamin qui est arrivé du Tour, qui est devenu journaliste et qui est devenu ensuite directeur du Tour de France. Et ce sont des choses de l'organisation du Tour, des choses qui ont été vécues avec les équipes du Tour. Ce que je fais, c'est un peu comme le leader d'une équipe cycliste. S'il n'y a pas d'équipier, on ne peut pas s'en sortir. Donc c'est aussi rendre hommage aux gens qui travaillent avec moi, à ceux d'aujourd'hui, mais à ceux qui ont permis au Tour de France d'exister. Moi, je suis le maillon d'une chaîne. J'ai pas la prétention de représenter le Tour à moi tout seul. Je sais très bien ce que le Tour doit à Henri Desgranges, à Jacques Godet, à Félix Lévitan, Jean-Marie Leblanc que j'ai cité, puis à tous ceux qui ont travaillé autour d'eux, au Jean-François Pécheux qui a travaillé avec moi, etc., etc. Quand on organise le Tour de France, ça comprend combien de personnes en gros pour réaliser cet événement majeur dans le sport mondial? Alors pendant le mois de juillet, nous sommes une soixantaine d'Amoris Sport Organisation. Là vous ajoutez 350 contrats à durée déterminée, ce qu'on appelle nous les équipiers. Ça veut bien dire quelque chose qui sont indispensables, des CDD d'un mois grosso modo, et puis ensuite il y a encore environ 300 personnes, des prestataires. Donc pour livrer le Tour de France tel qu'il existe, avec la course, avec le village départ, avec l'arrivée, avec la retransmission télé, etc., il faut environ 700-750 personnes. Est-ce que vous rêvez d'un Tour parfait? On rêve toujours du Tour suivant, surtout. Moi, je rêve, quand j'étais gamin, le jour le plus triste de l'année, c'était le dimanche d'arrivée du Tour. Je me disais, il va falloir attendre 11 mois avant que ça recommence. Donc là, en fait, je pense évidemment beaucoup plus tôt qu'avant au Tour d'après, aujourd'hui, parce que dès que le Tour se termine, il faut qu'on fixe avec les élus les étapes du Tour suivant et avec les équipes ensuite, les reconnaissances. Donc, on rêve toujours du Tour suivant. Pour moi, le plus beau Tour, c'est toujours celui qui va arriver. J'ai noté que vous disiez tout à l'heure que c'était les villes qui vous écrivaient pour vous demander de passer chez eux. Est-ce qu'il y a des villes où vous aimeriez aller et qu'elles ne vous demandent pas de faire passer le Tour chez elles? Alors, peut-être pour des raisons financières ou d'autres? Ouais, ça arrive, mais en général, quand nous sollicitons des villes qui ne sont pas candidates, et elles nous disent oui, on va solliciter une ville parce qu'il y a un intérêt sportif, parce qu'il y a un intérêt historique, un intérêt esthétique. Et tout le monde nous dit non, parce que c'est le même tarif pour tout le monde, donc ça change rien. Non, mais je veux dire, il y a des retombées pour les villes où ça passe. Ah oui, pardon. Oui, c'est pour ça que là nous avons, bon an, mal an, 250 candidatures, mais chaque fois qu'on se rapproche de la fin du mandat des municipales, on a encore davantage de candidatures. C'est un vecteur pour faire venir les électeurs. Je pense que c'est un certain intérêt pour les élus. On avait aussi avant, au début du Tour de France, des équipes nationales, maintenant c'est des équipes commerciales. Est-ce qu'un jour on pourrait revenir à des équipes nationales ou est-ce qu'on est purement dans le business? Ce serait formidable, mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire que le Tour de France, à lui tout seul, représente la raison pour laquelle les sponsors mettent de l'argent dans une équipe. Parce que c'est là, les 21 étapes du Tour de France sont les 21 rendez-vous les plus médiatiques du cyclisme dans une année. C'est-à-dire que l'étape du Tour de France qui a le moins de retombées en a plus que la plus grande des autres courses qui est Paris-Roubaix. Ça veut dire que pour un sponsor, si son nom disparaît au moment du Tour de France, il n'a pas grande raison de mettre de l'argent pour toute l'année. Donc ce serait formidable, mais dans l'économie du cyclisme aujourd'hui, ça n'est plus possible. Juste pour vous donner une idée sur les chiffres, le budget du seul Paris Saint-Germain en football, c'est une année complète de cyclisme, les 18 équipes de première division, le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo, le Tour de Lombardie. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Juste une parenthèse pour le citoyen lambda ou le spectateur lambda. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un peu le même niveau? Je dirais qu'on a un peu l'impression qu'il y a des coureurs qui sont au-dessus parce qu'ils se dopent et ils ne se font pas prendre. Non, je ne crois pas. Le vélo a changé et le vélo a triché. Alors ça, vous pouvez le dire pour n'importe quel sport ou pour n'importe quelle activité humaine. Le vélo n'est pas un monde parfait, mais il a considérablement changé. Que l'être humain veuille tricher dans quelques domaines, que ce soit dans le sport, dans la vie courante, partout, en politique, ailleurs, dans la vie des entreprises, chez les gens, ça c'est une certitude. L'être humain est fait comme ça. Mais le vélo a fait sa révolution. C'est pas un monde parfait, mais il a considérablement changé. Ce qui fait
vraiment plaisir dans le monde du vélo d'aujourd'hui, c'est de voir que les jeunes, ceux qui étaient les plus brillants pour le Tour de l'Avenir, quelques années après deviennent les meilleurs dans le Tour de France. Quintana, le Colombien, a gagné le Tour de l'Avenir, Romain Bardet était brillant sur le Tour de l'Avenir, Warren Barguil a gagné le Tour de l'Avenir. Et il y a 15 ou 20 ans, ces coureurs-là n'avaient plus aucune chance. Ils pouvaient être très bons chez les jeunes, ils disparaissaient ensuite. Là, on est revenu à ce qui existait autrefois, un Gimondi ou un Zoutmelk dans les années 60-70 qui gagnait le Tour de l'Avenir, ensuite brillait sur le Tour de France. Bah, c'est ce qui arrive aujourd'hui à Warren Barguil, par exemple. On a eu, juste pour finir ce chapitre dopage, Armstrong qui a gagné pendant 6 ou 7 ans, je ne sais plus. 7 ans. 7 ans. Est-ce que vous, qui étiez journaliste et que vous étiez dedans, est-ce que vous ne vous posiez pas des questions? Mais tout le monde se posait des questions, mais c'est pas parce que dans la vie courante, c'est pas prouvé, c'est ça? Bah, évidemment, si vous posez des questions sur je ne sais pas quoi, votre voisin, vous ne pouvez pas balancer des choses comme ça si vous n'avez pas de certitude. Et puis, voilà, il faut que les gens... il a fallu de sacrées enquêtes pour que non pas le monde du sport, mais des gens qui sont spécialisés des enquêtes réussissent à le prendre. Donc imaginez bien que des gens lambda comme ça, pour eux c'était tout à fait impossible. Pour conclure, Saint-Etienne, le football, on y revient. Est-ce que vous vous intéressez encore à l'équipe de Saint-Etienne d'aujourd'hui? Bien sûr, alors je regarde les résultats, oui, je regarde plus le foot comme autrefois, parce que j'ai d'autres activités surtout, mais en revanche, je n'oublierai jamais les Verts de 76, ça c'est sûr. Et ceux de 2017-18, c'est moins intéressant alors? Non, c'est pas moins intéressant, c'est simplement que moi, mon activité est différente aujourd'hui, mais je suis absolument certain que les gamins d'aujourd'hui rêvent vivement de Saint-Etienne. Les champions de notre enfance sont les champions de notre vie, donc moi mes champions, c'était les frères Révelli, c'était Dominique Rocheteau, c'était Battenet, c'était Jean-Michel Larquet, c'était Santini, Sinaïgel, Bosquier avant, évidemment, Carus, Beretta, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Louise Eklund, bonjour, bienvenue sur Loire FM. Alors vous êtes à Saint-Etienne pour présenter un livre qui parle en gros ou tout entier finalement de votre amour pour la France et des Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contenu de ce livre et pourquoi ce livre? Ça fait 16 ans que je suis en France et je me suis dit les Français sont vraiment formidables et j'ai envie de vous rendre ce que vous m'avez donné. En gros, beaucoup d'amour, de la culture, l'envie de manger, beaucoup, souvent, l'envie de boire du bon vin, l'envie d'éduquer mes enfants comme vous les éduquez. Je me suis plongée dans votre histoire, votre culture. Depuis les 16 dernières années, c'est une régale au quotidien. C'était une envie de venir en France ou c'est un hasard qui a fait que vous êtes venu vivre en France? C'est le travail. J'ai décroché un contrat en France et il y a 16 ans maintenant et je devais rester 6 mois et ça fait 16 ans que vous n'arrivez plus à vous en débarrasser de moi en fait. C'était dans le journalisme? Dans le journalisme, non. J'ai fait une formation de comédie musicale à Londres. Et ensuite, j'ai travaillé dans le milieu du spectacle, dans les comédies musicales à Londres et en tournée en Angleterre. Et puis j'ai décroché un rôle dans un spectacle à Disney. Parce qu'à l'époque, j'avais un petit copain acrobate qui jouait Tarzan dans le spectacle. Donc j'ai dansé sur ce spectacle-là et puis ensuite j'ai enchaîné sur Émilie Joly, la comédie musicale, ici en France. Philippe Châtel, en effet. Donc j'ai fait 3 ans sur la comédie musicale avec des tournées avec le Rex, l'Olympia, enfin des salles sympathiques et mythiques. Comment de spectacle on passe alors au journalisme? Oui, complètement par hasard, encore une fois, c'est souvent le hasard de la vie oui, c'était une rencontre dans une soirée où en fait il y a MTV, le groupe MTV en fait cherchait une anglophone pour présenter une émission qui était produite en France, diffusée en Angleterre. Et donc j'étais amenée à rencontrer ce garçon parce qu'un ami d'ami dit « Ah Louise, elle est comédienne, peut-être ça pourrait l'intéresser ». Au début, j'ai dit non. Ensuite, il me dit oui. J'ai dit non. Et en fait, j'ai décidé de participer au casting. Au final, ça marche. Je me sens à l'aise. Je me sens bien. Et donc, puis ensuite, c'était Game One à l'époque. Donc, c'est une chaîne de jeux vidéo. C'est le même groupe qu'MTV. Et ils se sont dit, son français est pas mal. Maintenant, peut-être elle pourrait animer en anglais. Et de fil en aiguille, j'ai démarré en télé. Pour revenir à cet amour de la France et du livre, déjà, il est sorti il y a longtemps le livre? Non, il est sorti au mois d'avril. Ouais. Donc comment ça se passe? On fait des dédicaces, on fait des télévisions pour le faire connaître? J'ai fait beaucoup de promos, pas mal de promos parce que je pense que les Français aiment quand on parle d'eux. Donc du coup... Tout le monde aime qu'on parle de ça. Exactement. En bien en général. Exactement. Et donc du coup, non, je pense que c'est intéressant d'avoir un regard
peut-être d'une étrangère, enfin je parle modestement dans le sens où c'est que mon regard, mais disons que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur sur nous, surtout quand c'est bienveillant, ça peut nous faire du bien. Et donc en période de Brexit, c'était peut-être d'actualité et peut-être on se sentait un peu mal aimé, j'en sais rien. Dans tout ce Tour de France, quelles sont les régions ou les grandes villes ou les petites villes qui ont vraiment retenu votre attention, ou un climat particulier? Plein d'endroits. J'ai plein d'endroits qui ont marqué ma vie, mon esprit, puisque j'ai commencé à tourner avec Émilie Joly pendant 3 ans, donc j'ai fait 90 dates chaque année dans toute la France. On n'a pas tellement le temps de visiter quand on est en tournée, non? On a le temps de goûter des choses et aller manger dans des restos, mais on n'a pas envie de faire on n'a pas le temps de faire des visites culturelles, ouais, c'est sûr. On goûte un peu à tout. Après, j'ai un vrai amour pour la France, donc comme j'ai pas mal voyagé avec BFM TV pendant 5 ans aussi au travail. Je pense que quand on travaille aussi, on se plonge un peu dans la vie, dans la. Vous allez dire plus généralement la culture. La culture, le quotidien. Et donc du coup, ouais, j'ai fait pas mal de voyages de presse divers et variés en France. J'étais en vacances pas mal de fois en France. J'aime bien Bordeaux, mais un lien historique avec les Anglais quand même. La ville ou la boisson? Les deux. Les deux. Dans le livre, ça se sent bien que j'aime bien le Bordeaux, dans tous les sens du terme. C'est une très belle ville en plus. C'est une belle ville, je me sens à l'aise. C'est à la taille humaine que j'aime. Je trouve que c'est hyper joli comme ville, il y a plein de choses à faire. Et en plus, aujourd'hui, je suis obligée de rester sur Paris parce que le boulot y est, mais c'est à 2h15 de Paris et avec le tram maintenant, donc c'est quand même hyper pratique. Et pour revenir à Saint-Étienne, est-ce que c'est une ville que vous connaissiez déjà ou vous la découvrez là? Non, je suis jamais venue. C'est la première fois. Vous avez eu le temps de parcourir un peu la ville ou alors C'est un peu pareil, disons que j'ai rencontré beaucoup de Stéphanois parce que quand on est là pour dialoguer et échanger, c'est intéressant. En revanche, non, j'ai pas fait beaucoup de visites. On peut pas dire ça encore. C'est une région où vous avez envie de revenir? Mais bien sûr, moi je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir. Vous avez un pays majestueux, magnifique, avec tout en fait. Donc oui, j'ai envie de connaître plus. Alors pour revenir à Saint-Étienne et pour faire un peu d'humour, vous m'avez dit que vous étiez originaire de Liverpool. Liverpool-Saint-Étienne, ça nous rappelle, nous, des mauvais souvenirs. Est-ce que vous, ça vous rappelle des souvenirs? Non, mais je sais que souvent on me dit c'est lié au foot. Oui, bien sûr. Faites allusion au foot. On est dans une ville de football ici. Bah oui, je sais. Disons que je pense qu'on partage l'amour pour le foot, Liverpool et Saint-Étienne. C'est deux villes populaires? Ouvrières, mineures, non? C'est ça? Donc oui, c'est 2 villes populaires. Je me sens... Liverpool me manque. Je me sens à la maison quand je suis à Saint-Étienne, bizarrement, alors que je ne le connais pas, je me sens plutôt à l'aise. C'est dû à la personnalité des gens qui vous parlent? Oui, je me suis sentie à l'aise avec les gens avec qui j'ai discuté ici. Je suis quand même plutôt simple, j'espère. En tout cas, simple et facile d'accès. Et les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, l'ambiance, c'est sans chichi, mais simple d'accès et plutôt cool, en fait. Et quand vous dites c'est une ville où je me sens à l'aise, est-ce qu'il y a des endroits où vous allez dédicacer ou faire des salons du livre où on est moins à l'aise? Je sais pas que je suis moins à l'aise, mais disons que, par exemple, quand je vais aller à Nice, c'était hyper chouette, mais je ne suis pas du sud, je n'ai pas la... C'est pas la même atmosphère. C'est pas la même atmosphère, j'ai pas la même mentalité peut-être, parce que forcément né dans le nord de l'Angleterre, dans une ville ouvrière, quoi. Donc du coup, je n'ai pas grandi dans une ville. J'adore y aller, le beau temps, les gens étaient hyper sympas, l'accueil était chouette, mais c'est juste que je me reconnais plus... au niveau de la personnalité dans une ville comme Saint-Étienne. Pour terminer, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez une toute nouvelle émission. Oui, ça s'appelle On a la solution, donc qui est le magazine des meilleures initiatives en France. On rencontre plein de gens de partout en France dans tous les domaines, art, éducation, santé, qui font des choses extraordinaires. C'est diffusé quand? Samedi matin, 10h50, France 3. Toutes les semaines? Toutes les semaines.
Donc si vous avez repéré des choses dans Saint-Etienne, vous allez revenir nous voir alors. On va faire des émissions à Saint-Etienne, c'est sûr. On va faire 3 émissions à Saint-Etienne ou 2 émissions à Saint-Etienne, peut-être une autre émission dans une ville pas très loin, mais en général quand on vient dans une ville, on va faire 2 jours, 2 émissions, 2 jours de tournage, 2 émissions et une autre émission dans une autre ville pas très loin. Et la date, elle est déjà connue? Je ne sais pas encore, non. Pour le moment, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives à Saint-Etienne parce qu'on en a discuté avec ma rédactrice en chef et elle m'a dit on devait aller à Saint-Etienne, mais on n'a pas réussi à tout récolter. Mais c'est une ville où il y a beaucoup de choses qui se passent. Si ça bouge, ça change. Ça bouge, ça change. Il y a des entrepreneurs, il y a des associations, il y a des gens qui font des choses pour le bien de tous et on a de quoi être optimiste. Donc, du coup, on va les mettre en valeur. Donc, du coup, je peux peut-être vous demander quelque chose. Je peux peut-être vous demander une promesse. Si vous revenez, vous venez nous voir à Loire FM. Ah ben, écoute, avec grand plaisir. Il faudrait qu'on se mette en contact et oui, bien sûr. Eh bien, très bien. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Ça marche. Arnaud Ramsey, bonjour, bienvenue sur Loire FM. Vous êtes présent à la fête du livre de Saint-Etienne pour présenter un livre notamment, vous en avez écrit de nombreux. Vous êtes un ancien journaliste et même toujours journaliste, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ancien. Vous avez écrit un livre qui est presque un film, c'est la vie du président de Monaco. Alors est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter le livre? Le livre, c'est le portrait, le destin hors norme d'un personnage de roman. C'est-à-dire que si on écrivait, si on imaginait un scénario en superposant tout ce qui lui est arrivé dans sa vraie vie, celle de Dimitri Ribolovlev, qui est dur à prononcer, mais qui a la tête d'une fortune de 8 milliards d'euros et qui a grandi à Perm, où je suis allé enquêter. Perm, c'est tout près de la Sibérie, à 2 heures de vol de Moscou. Il est fils de médecin, fils unique, fils de médecin. Il est étudiant en médecine pendant 7 ans. Il rencontre sa future femme. Il ne signe pas de contrat de mariage parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Compte tenu de ce qui s'est passé après, c'était devenu le divorce du sexe assez épique. Et puis, il épouse l'évolution de la transformation de son pays qui devient la Russie et il devient homme d'affaires un peu opportuniste, c'est-à-dire qu'il profite de la libéralisation de l'économie totale du pays pour agrandir son pouvoir, son influence, jusqu'à devenir être à la tête d'une entreprise de potassium, Uralkali, qui est un géant mondial du potassium. Et puis Ribolovlev est d'abord installé en Suisse, après fait 11 mois de prison, qui était une façon de lui faire comprendre qu'il fallait vendre sa société. Et sous la pression de Vladimir Poutine, il quitte son entreprise, il la vend, donc il est à la tête de 8 milliards d'euros. Et pour s'occuper, entre guillemets, il devient propriétaire du club de l'AS Monaco en 2011, sachant qu'à l'époque, le club est dernier Ligue 2 et le club n'ont pas été à vendre mais a besoin de fonds et le prince Albert et la principauté de Monaco autorise exceptionnellement, après moult négociations que je raconte, permet en tout cas au club d'être acheté par une puissance extérieure. Et comment quelqu'un qui connaît pratiquement pas le football, qui a jamais joué au football, décide de devenir propriétaire d'un club de football? C'est de la géopolitique, c'est autre chose, c'est quoi? C'est comme on dit souvent, c'est un jouet? Un jouet, c'est assez péjoratif, c'est pas la danseuse de Ribolovlev, c'est l'un de ses paradoxes, c'est-à-dire que lui, il reste profondément, puissamment un homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il considère que c'est pas une fatalité de perdre de l'argent dans le football. Il est en train de le prouver en vendant par exemple Kylian Mbappé 180 millions d'euros alors qu'il a été formé à l'AS Monaco. Donc il part de ce postulat-là. Après, ça n'a pas été un ancien joueur de foot, il a quasiment jamais joué au football de sa vie. Les sports qu'il a pratiqués lui-même dans sa jeunesse, c'était le judo et le hockey sur glace. En revanche, quand on a la tête d'une immense fortune, on se nourrit d'émotions. Donc l'émotion, elle peut être aussi à travers les arts. Donc il a 37 toiles de maître, Ribolovlev, pour 2 milliards d'euros de tableaux. Il a acheté des Picasso, des Léonard de Vinci, des Matisse, etc., etc. Et puis il est assez, non pas ami, mais c'est une vraie connaissance, Roman Abramovich, le multimilliardaire, dont ils ont à peine un mois d'écart en âge. Et Abramovich, qui est propriétaire du club de Chelsea, l'invite un jour en loge et le bonheur qui envahit Ribolovlev au milieu de la foule, il se dit, moi aussi, un jour j'aurai mon propre club. Et quand l'opportunité se fait d'avoir le club de Monaco, qui a toujours historiquement appartenu à la principauté, il bondit sur l'occasion et il devient propriétaire du club. Donc, est-ce que c'est son jouet parce qu'il habite pas très loin du club? Il peut quasiment venir à pied au stade. On peut le penser, mais c'est un peu péjoratif, sachant que, encore une fois, quand il est propriétaire du club, il est dernier de Ligue 2. Aujourd'hui, il est quart de finaliste de la Ligue des Champions, champion de France en titre. Ça reste une superbe réussite sportive. La question, c'est aussi, est-ce que c'est un projet à long terme? En fait, il est propriétaire du club depuis décembre 2011 et quasiment depuis cette époque-là, on dit
il va s'en aller. Aujourd'hui, on est en octobre 2017, il est toujours président du club, sauf si la justice le condamne parce qu'il y a d'autres procédures judiciaires en cours qui ne concernent pas du tout le club de Monaco et qui concernent Rybolovlev lui-même, qui est en litige depuis des années avec un marchand d'art qu'il soupçonne de l'avoir escroqué. Donc c'est une affaire à dimension mondiale parce qu'il y a des procédures à Singapour, à Monaco, en Suisse. C'est un panier de crabes, ça mériterait là aussi un bouquin en soi. À ma connaissance, il n'a aucune intention de quitter le club de l'AS Monaco et le prince Albert peut toujours un peu... Le problème du prince Albert, c'est qu'il considère que c'est son club, ce qui n'est pas faux. Moi, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, l'un de ceux qui a permis à Rybolovlev d'être propriétaire du club de Monaco est un proche du prince Albert et imaginait Djorkaeff comme directeur sportif et Marcelo Gallardo, l'ancien joueur de l'AS Monaco, comme entraîneur. Sauf que Rybolovlev, il n'a pas du tout fonctionné comme ça. Il a amené sa carte rapprochée et aux commandes du club aujourd'hui, vous avez Vadim Vassiliev qui est son homme de confiance, ce qui fait que quelque part le prince Albert et la principauté s'estiment dépossédés du club, même s'ils gardent 33% des parts du club. Donc peut-être qu'ils ont envie de reprendre le pouvoir, mais il y a trop d'argent en jeu et à ma connaissance, Rybolovlev n'a absolument aucune intention de partir de Monaco. Encore une fois, j'entends depuis le début qu'il va partir et qu'il ne veut seulement le passeport monégasque. Il n'a toujours pas eu. Il a le passeport chypriote déjà. Rybolovlev, il n'a pas besoin d'avoir le passeport monégasque, même s'il l'a. Et seul le prince Albert est habilité à lui décerner. Ça sera mieux pour lui, mais ce n'est pas la condition sine qua non de son engagement. Et comment et pourquoi on décide d'écrire un livre sur ce personnage et cette histoire monégasque un petit peu de football? Moi, je suis un journaliste de sport, donc journaliste tout court, et ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires d'hommes ou de femmes, mais dans le foot, il y a beaucoup qui est de sport. Milieu macho? Oui, milieu macho, ça c'est une évidence, même si ça a tendance un petit peu à s'ouvrir, heureusement, mais un peu macho. Moi j'ai travaillé 10 ans à France Football, il y avait une journaliste femme, le reste c'était des hommes, donc macho, oui, inconsciemment peut-être. Je me souviens des polémiques quand Marianne Macot avait démarré sur Téléfoot. Ah, il y avait des polémiques parce que Thierry Roland avait été très maladroit, très misogyne Thierry Roland. Mais donc moi ce qui m'intéressait, je trouvais mystérieux qu'un milliardaire russe, qui n'a rien à voir avec le foot, devienne propriétaire d'un club historique du championnat de France. Côté financier, alors, économique. C'était toutes les dimensions du personnage, c'est-à-dire que j'avais lu qu'il avait fait de la prison, le fait qu'il ne parle pas aux médias, puis Monaco c'est quand même le club d'Ettori, d'Amoros, de Manu Petit, de Sonny Andersen, enfin c'est un club historique du championnat de France, comme les Saint-Etienne, et comme rappeler des Lyonis, si mes souvenirs sont bons, Lyonis, bien sûr. Avant-centre. Des Lyonis, il y en a eu des dizaines et des dizaines de joueurs, un palmarès, Roland Courbis aussi, oui. Enfin, il y a eu Jean Petit, Bijota, oui, non mais ça on peut... Ricard. Exactement. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de mêler la petite histoire d'un personnage dans la grande histoire et explorer toutes les vies de Rybolovlev, qui en a eu plein, c'est-à-dire le gamin grandi en Russie et qui est destiné à devenir médecin, comment on devient milliardaire, ce qui n'est pas anodin, l'achat de 2 milliards d'euros de tableaux, comment il a pris le pouvoir à Monaco et comment il a transformé le club pour en faire une économie rentable. Une question plus technique, est-ce que vous avez compris, ou on vous a expliqué le changement de stratégie de Monaco? Parce que la première année, ils ont investi beaucoup d'argent sur des gros transferts et puis d'un coup, ils sont repartis sur des jeunes qu'ils ont fait évoluer. Qu'est-ce qui a fait changer cette politique? Alors, il y a plusieurs raisons. Financier? Oui, de toute façon, on en revient toujours au même problème. Oui, la finance dirige le foot, c'est-à-dire que... Et le monde. Exactement. Et au bout de quelques mois, quand Rybolovlev rachète le club, il monte en Ligue 1 et il faut frapper fort. C'est-à-dire que, un peu comme Javier Pastore quand il vient au Paris Saint-Germain, c'est le premier renfort de poids que Paris Saint-Germain paye très cher rétrospectivement, 42 millions d'euros. Surtout que quand il reprend le club, ils sont encore en Ligue 2. Voilà, mais Rybolovlev était attendu et pour attirer des stars, il faut sortir le chéquier et pour montrer qu'on est une puissance en devenir. Donc il a déboursé beaucoup d'argent pour un peu obtenir une sorte de respectabilité, pour conquérir aussi le championnat de France qui a été long mais plutôt réussi. Donc c'est-à-dire Falcao, Moutinho, Bernardo Silva, James Rodriguez, qu'ils envoient du Real Madrid très cher. Et Ranieri qui était un grand entraîneur. Ranieri, grand entraîneur, Eric Abidal, Jérémy Toulalan. Donc il fallait sortir le chéquier. Après, l'écueil auquel s'est heurté Monaco qui a incité au changement de stratégie, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que naïvement, ils se sont dit, parce qu'ils ont commis des erreurs, on va faire venir des stars, Monaco c'est glamour, prestigieux, le stade va être plein. Or, ce stade, pour plein de raisons... C'est un des soucis majeurs aussi. Il ne peut pas être plein parce qu'il est dur d'accès, parce que le public est un peu blasé et que c'est pas un modèle économique rentable. Donc les sponsors ne sont pas vraiment venus, il y a des problèmes d'accès aux loges, etc. Ce qui fait qu'ils se sont dit, même faire venir des stars ne remplira pas le stade. Ensuite, il y a eu un deuxième point très ennuyeux pour Monaco, c'est-à-dire qu'ils ont été rattrapés par ce qu'on appelle le fair play financier, qui touchera peut-être le Paris Saint-Germain.
et il faut aller équilibrer les budgets. Et comme ils n'avaient pas de rentrée financière suffisante grâce aux droits télé et grâce à la billetterie et grâce aux sponsors, ils se sont dit on va réadapter notre modèle et on ne peut pas, sinon ils ont eu des sanctions financières de l'UEFA. Il a fallu réadapter le modèle et se dire on va payer pas trop cher des jeunes joueurs en devenir, comme Thomas Lemar par exemple, qui joue actuellement au Monaco et qui a été recruté à Caen et qui virtuellement vaut 90 millions d'euros. Donc l'idée, et ça peut choquer, c'est d'être une sorte de zone de transit où on forme des joueurs à grandir pour les revendre très cher après. Pour conclure, on est à Saint-Etienne, une ville de football. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait exister à Saint-Etienne ? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre question, mais dans la même veine, est-ce qu'il faut transposer un peu ou changer le modèle stéphanois pour justement franchir un palier ? Je sais pas, franchement, on peut gloser sur ce qu'on veut. Saint-Etienne est quand même une formidable réussite actuelle. Après, il y a des points. Mais si demain, un Chinois, un milliardaire chinois ou des pays du Golfe dit je veux racheter Saint-Etienne, je vais transformer le club, comme regardez Auxerre, il y a des Chinois qui sont arrivés, Auxerre aussi, quelque part un club historique. C'est pas vraiment une réussite depuis quelques années au niveau sportif. Mais voilà, alors et Sochaux aussi, il y avait des Chinois, c'est un échec total. Grenoble, c'était des Japonais, c'est toujours ambigu, donc est-ce que Saint-Etienne a envie de grandir? Est-ce que le club a atteint ses limites? Je pense pas. Mais est-ce que tout doit être régi par l'argent? Je sais pas. Après, Cayazo et Romeyer ont transformé le club. Il est sain. Il y a un nouvel entraîneur, donc un nouveau défi. Est-ce que si demain un milliardaire a envie de s'offrir un peu le club comme une danseuse, est-ce que Romeyer et Cayazo céderont? Il faut quand même l'accord de la mairie, mais tout est envisageable. Après, c'est les mêmes gens qui critiqueront, c'est ceux qui ont critiqué les Qatarais quand ils ont racheté Paris Saint-Germain, qui sont les premiers à se précipiter au stade en disant super. Donc le foot a changé. L'époque où on n'avait que des joueurs formés par le club, elle est révolue. Donc après, je sais pas, moi j'espère que Saint-Etienne ne perdra pas son âme. C'est un club historique en tout cas, Saint-Etienne. Sans parler de joueurs formés au club, mais c'est quand même choquant parfois d'avoir 11 étrangers dans une équipe. Je comprends, mais le foot global, moderne, regardez Arsenal qui est entraîné par un Français, il y a quelques années, au coup d'envoi, ça a choqué en Angleterre, il n'y avait pas un joueur anglais. Non, pas que des Français, il y a toujours beaucoup de Français, mais il n'y avait pas un seul joueur anglais. Il y a des Slovaques, des Allemands, des Polonais. C'est un peu bizarre quand même, mais... Je comprends. C'est un peu aussi comme, c'est pas un parallèle, mais comme au vélo, où avant il y avait des équipes internationales, nationales, et maintenant ça démarque, quoi. C'est pas faux, mais c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le foot aujourd'hui c'est des marques. Ribolovlev, il a acheté la marque Monaco, AS Monaco. Les Qataris, le fonds de souverain qatari a racheté la marque Paris. Quand ils ont fêté le titre, ils ont fêté au Trocadéro pour avoir la photo. On peut le regretter, c'est le sens de l'histoire. Après, tant que les stades seront encore pleins, tant que les audiences ne chuteront pas, je pense que tous ces gens-là n'ont pas de raison de changer. Et vous qui êtes un spécialiste du football, vous voyez l'évolution comment ? C'est flou ou on voit une ligne quand même? Non, moi je sais pas, c'est difficile de se projeter. Je parle au niveau du jeu, je trouve qu'il est de plus en plus spectaculaire. Moi j'avais lu une BD qui m'avait marqué il y a quelques années, d'Enki Bilal, qui était une sorte de BD science-fiction avec des joueurs robotisés, avec sans âme, etc. Est-ce qu'on va y arriver? Moi je sais que même si le foot coûte beaucoup d'argent, que voir Ronaldo ou Messi, ça reste toujours un bonheur. Donc tant que les footballeurs, Mbappé, je dirais. Même Mbappé, alors lui il va nous réconcilier avec le football. Voilà, ça réconcilie avec le football. Voilà, après, on a tendance un peu à noircir le tableau, mais si les gens se détournent, si les audiences baissent et si les stades sont vides, vous inquiétez pas que le modèle mutera. Mais pour l'instant, c'est une sorte de surenchère. Honnêtement, je ne vois pas de limite pour l'instant. On peut le regretter, mais il n'y en a pas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce livre et bonne chance. Merci. Et puis bonne suite, puisque vous écrivez de nombreux livres. Exactement, toujours des travaux en cours. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, j'espère que ces 3 personnages vous auront donné l'envie de lire. Rendez-vous l'an prochain pour la 33e édition de la fête du livre stéphanoise. En attendant, nous on se retrouve tous les samedis à midi et le jeudi à 18h pour la rediffusion des bons moments du samedi. À bientôt.